On est en 1990, l'économie américaine est en crise totale, les taux d'intérêt explosent, les banques sont nerveuses et même Donald Trump, que les gens perçoivent comme un grand modèle de réussite, est en PLS total. Il croule sous les milliards de dettes, il est au bord de la faillite. Pour n'importe qui, c'est la fin, mais Trump, non, il a une autre idée en tête. Alors ce soir-là, il va organiser une fête extravagante dans le hall de la Trump Tower à New York. Et parmi les convives, parmi la foule, il va repérer un banquier qui récemment a été plutôt réticent à lui prêter de l'argent. Il va le voir et il va lui dire: poteau, viens là. Tu vois cette tour là? Soit elle peut t'appartenir, ou alors on peut continuer à travailler ensemble et aller encore plus loin. Qu'est-ce que t'en dis? Le banquier il va finir évidemment par lui prêter de l'argent et pourtant il avait absolument aucune idée que Trump était en bluff total à ce moment-là. Ma frérot, sache que c'est vraiment ce genre d'audace et de stratégie qui va permettre à Trump de construire l'empire qu'on connaît aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment il a réussi à construire son nom en un symbole de pouvoir, de richesse et de luxe. Alors, j'espère que tu es bien installé parce que crois-moi, ça va encore être du lourd. Bon frérot, le Donald Trump, on le présente plus, hein. Fortune entre 6 et 7 milliards de dollars, businessman invétéré, ancien président des États-Unis, candidat à l'élection présidentielle. Mec, Trump, on en parle toutes les semaines. Mais écoute, est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce qu'il avait fait pour bâtir ce fameux empire qu'on lui connaît? Ouais, bah aujourd'hui, t'inquiète, je vais tout t'expliquer. Gros, déjà, Trump, si on parle de ses origines familiales, c'est pas tant le self-made man hein, qu'il prétend être. C'est-à-dire qu'il vient déjà d'une famille très aisée. Si tu veux, son daron, Fred Trump, c'était déjà un grand promoteur immobilier à New York. Et lui, son truc, c'était plutôt d'investir dans les immeubles pour les familles modestes, notamment dans les quartiers de Brooklyn et du Queens. Donald Trump, dès sa plus tendre enfance, il était déjà un rebelle. En fait, sa daronne, elle disait qu'à 2 ans déjà, il contestait fermement les règles et il testait les limites. Son frère aîné, Fred Trump Jr., disait qu'il cherchait toujours la moindre occasion pour provoquer et se battre. Et si on avance un petit peu, tu vois, à 12 ans, en fait, Trump, il commence en fait à s'intéresser un peu au métier de son père. Donc en fait, il commence à aller sur les chantards, il supervise déjà les projets à son échelle, il supervise le travail des ouvriers. Sauf que le Donald, il est déjà super turbulent. En fait, à 13 ans, ses darons décident de l'envoyer à la New York Military Academy, donc en gros, l'école militaire, vraiment pour l'aider à canaliser son énergie et apprendre la discipline. Et donc, durant ces années-là, c'est justement ce qu'il va faire. Il va notamment faire des sports compétitifs comme le baseball, le football. Et lui, il a quel objectif toujours? C'est de gagner, c'est de se challenger, surpasser ses adversaires. Et il a un esprit de compétition vraiment hors norme. Il va être diplômé ensuite de la Wharton School en 1968, donc une grande école de business aux États-Unis. Ça, vu dans ma dernière vidéo, il y avait notre protagoniste aussi qui s'était rendu là. Donc c'est vraiment l'élite américaine qui sort de cette école-là. Et gros, si tu te demandes, est-ce que Donald savait déjà ce qu'il voulait faire à la sortie des études? Bah gros, évidemment, t'as vu, lui, il a pas cherché pendant 10 000 ans. C'est simple, il a été nommé PDG directement à la tête de la société de son daron, donc l'entreprise familiale Trump, qui investissait dans l'immobilier, justement. Et durant ces premières années-là, Trump, il va déjà faire l'un des plus grands coups de sa carrière. En fait, il va investir dans le Commodore Hotel à New York. C'est un hôtel qui était déjà un peu délabré. Il va s'associer avec la chaîne d'hôtels Hyatt, avec laquelle il va justement négocier un abattement fiscal de 40 ans avec le gouvernement. Donc, il va avoir des avantages fiscaux par rapport au rendement généré, au profit généré par cet investissement-là. Il va en faire l'un des plus grands hôtels de New York. Et en gros, mec, Trump, contrairement à son daron, il vise Manhattan. Il est super ambitieux. Manhattan, si tu veux, c'est le quartier le plus riche de New York, le plus huppé. C'est vraiment le centre financier
de la ville. Et c'est vraiment là que tu trouves le gratin en fait du business quoi. Bon, du coup, tu as le Grand Hyatt Hotel qui ouvre en 1981 et cette année-là, ben, Trump obtient l'autorisation de bâtir ce qui sera la Trump Tower, l'un des plus grands édifices de sa carrière. En 1983, il inaugure la Trump Tower. Gros, c'est un édifice hors norme qui se situe sur la 5e avenue. Je te parle d'un bâtiment de 58 étages avec des dorures, des cascades intérieures. Mec, tu rentres dans le bâtiment, c'est vraiment un truc à la Trump. En gros, c'est un bâtiment complètement doré avec des grandes plaques en or de partout. Et dedans, bah, en fait, on va y trouver des apparts, des magasins, des bureaux et même un studio de tournage de sa future émission télévisé, The Apprentice, mais ça je vais y revenir plus tard, t'inquiète pas. Va aussi avoir son QG de campagne en 2016 et Trump, au dernier étage de cette tour, il fera construire son penthouse qui sera en fait la résidence familiale durant de longues années et jusqu'à aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'en fait cette tour, ça devient un peu le palais personnel de Trump. En fait, c'est vraiment l'édifice qui permet de symboliser son nom, son image. Il va constamment y organiser des événements, des fêtes où il va vraiment inviter tout le gratin du monde du business, des célébrités, des entrepreneurs. Et il va vraiment y organiser des fêtes exclusives. La Trump Tower va vraiment contribuer à la notoriété de Trump dans tout New York. Il va très rapidement se faire un nom. Et finalement, ce premier succès va vraiment lui ouvrir plein de portes par la suite dans le monde du luxe, tu vois. Les années 80-90, mec, c'est vraiment des années de frénésie pour le Donald. Et gros, ça va être un roller coaster des montagnes russes. Je t'explique ça. En fait, il va commencer à développer et à acheter et faire des acquisitions. Donc, il y a le Trump Building, il y a aussi plusieurs villas à LA. Sur la côte ouest. Il va investir dans des clubs de golf, donc au total il sera à la tête de 18 clubs de golf un peu partout aux États-Unis. Il va fonder sa compagnie aérienne Trump Shuttle. Il va notamment acheter le country club à Palm Beach en Floride, le Mar-a-Lago. Et une anecdote de ouf en fait, c'est que quand il a au départ essayé d'acheter cette propriété-là, bah, les propriétaires demandaient un prix un peu élevé, tu vois. Donc Trump, ce qu'il a fait, gros, c'est qu'il est allé acheter le terrain d'à côté. Et ensuite, il a menacé de construire une bâtisse qui allait cacher la vue sur la mer pour les propriétaires du country club. Donc à ce moment-là, ben, grâce à cette négociation-là, il a pu aller les revoir et négocier un prix plus raisonnable. Il a fait l'acquisition de cette propriété-là, qui, durant toutes les années qui vont suivre, sera un club super exclusif aux États-Unis. Là, mec, dans les années 80, Trump, il a une vision, il a un projet. En fait, il veut vraiment diversifier son business et il voit une opportunité. Il va aller poser ses valises à Atlantic City dans le New Jersey parce que il voit là-bas l'opportunité d'investir dans l'industrie des jeux, des casinos. Il va faire une première acquisition en 1984, ça s'appelle le Trump Plaza. Mais mec, ça va faire faillite en moins de 2 ans. En gros, il va investir des millions de dollars là-dedans. Et mec, les 6 premiers mois après l'ouverture, le casino va faire seulement 144 000 dollars de profit. Bon, inutile de préciser que c'est que dalle, du coup il se débarrasse de ça. Mais est-ce que tu crois que ça va l'arrêter et que Trump va rentrer chez sa daronne à New York avec ses valises? Et bien sûr que non. En 1985, il achète le Trump's Castle. 320 millions de dollars investis, faillite en 1992. Rien que ça. Est-ce que tu crois que ça va l'arrêter là? Absolument pas. Là, gros, en 1990, il inaugure le Trump Taj Mahal. 1,1 milliard de dollars investis. Casino le plus cher du monde, mec, c'est vraiment un truc de ouf. Et là, mec, tu me demandes, mais comment est-ce qu'il a financé cette 8e merveille du monde? Mec, c'est simple, 675 millions de dollars de dettes financées à un taux d'intérêt à 14%. Mec, c'est absolument démentiel. En fait, Trump, il paie 100 millions de dollars par année juste en intérêt sur la dette qu'il avait levée pour financer ce projet.
C'est un gouffre financier. En fait, même si le casino fait de l'argent, il est absolument pas capable de rembourser ses créanciers. Bon voilà, je te spoil pas, un an plus tard, le casino il fait faillite. Trump, il doit céder 50% de ses parts à ses créanciers qui ont des conditions de remboursement plus favorables. Il va devoir se séparer de son méga yacht, de la compagnie aérienne qu'il avait fondée. Sauf que gros, le Donald, il lâche pas l'affaire. En 1996, il rachète le casino sous la marque Trump Hotels and Casino Resorts pour le montant de 890 millions de dollars. Malheureusement, le casino n'est pas profitable. Il va faire faillite 3 fois. Rien que ça, en 2004, en 2009, il va fermer définitivement en 2014. Là, mec, c'est la cata parce que le Donald s'est complètement foiré sur les casinos. Il a perdu beaucoup trop d'argent. Et là, les années 90, c'est un point de bascule. Il a cumulé 3 milliards de dollars de dettes. Il a vraiment du mal à se sortir de là. En fait, il est au bord de la faillite, tu vois. Donc là, il n'a pas d'autre choix que de se réinventer. Et là, tu vas me demander, mais comment est-ce qu'il a fait pour se sortir de là? Ben gros, c'est ultra simple. Il est juste allé voir ses banquiers, ses créanciers. Et il a dit, soit on s'assoit, on essaie de négocier des termes de contrat qui vont me permettre de rembourser. Soit, vous débrouillez. Moi, je laisse ça là. Vous récupérez ce que vous avez à récupérer. Et puis, vous débrouillez avec ça, tu vois. Donc les gens, autant dire qu'ils étaient quand même un peu en sueur et qu'ils n'avaient pas trop le choix parce que les dettes de Trump étaient tellement élevées qu'ils avaient aussi besoin de lui donner des moyens pour qu'il puisse rebondir. Changement de stratégie. À partir des années 90, Trump, il va arrêter d'investir en propre. C'est-à-dire qu'il va arrêter de mettre son argent dans des projets faramineux. Il va tout simplement commencer à vendre son nom sous forme de licence. Le nom Trump qu'il a passé des années à bâtir au préalable, il va pouvoir le commercialiser. Donc en gros, il va commencer à vendre son nom Trump pour des hôtels, des résidences de luxe, des terrains de golf et même des produits qui n'ont rien à voir, genre de l'eau ou des steaks. Tu vois, il se dit, à ce point-là, autant tenter le tout pour le tout. Bon frérot, je suis désolé, j'ai une super mauvaise nouvelle. En 1999, un tragique événement arrive dans la vie de Donald. Son daron, Fred Trump, décède. Son mentor qu'il avait accompagné durant toutes ses premières années dans le monde du business et de l'immobilier s'éteint. Autant te dire que Donald est complètement dévasté. Mais au final, c'est encore plus d'argent pour bâtir la Trump World Tower. C'est simple, 72 étages, équipement en tout genre, cave à vin privé, jardin paysager, élu meilleur bâtiment résidentiel au monde, rien que ça. Au final, Trump, ça va pas l'arrêter, mec. Il se relance directement dans des projets à tour de bras. Cet héritage, il va s'en servir pour bâtir le Trump Park Avenue en 2004 et ensuite lancé la même année ce qui sera l'un des plus grands succès de sa carrière, le show télévisé The Apprentice. Pour cette télé-réalité, Trump va être le présentateur et le mentor d'une série d'entrepreneurs qui vont essayer de monter leur business. Il va les accompagner au fur et à mesure des épisodes et des saisons. My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. I even have a television show. I thrive on energy. This isn't a game. I'm not playing games. Who will succeed? Who will fail? And who will be the apprentice? Il va notamment se faire connaître par cette célèbre phrase « You're fired ». It's that time. Rob, you're fired. À chaque fois qu'il vire un candidat de la compétition au fur et à mesure. Ce show télévisé, c'est un carton complet. 20 millions de téléspectateurs dès les premiers épisodes de la toute première saison. Donald Trump est enfin connu du grand public américain. Tout le monde est capable de mettre un nom sur sa tête. C'est le businessman de l'Amérique. C'est tellement un carton, mec, qu'au fil des saisons, The Apprentice aurait rapporté à Trump la somme de 427 millions de dollars. Et comme tu as capté, Trump va servir de cette exposition pour booster sa marque parce qu'en fait, il va vraiment utiliser plein de ses édifices comme lieu de tournage pour la série. Il va aussi être le propriétaire des concours de Miss, donc Miss USA, Miss Monde en 1996
et 2015. Il va fonder une agence de mannequins où il va faire venir des centaines de femmes aux États-Unis pour intégrer son agence. Il fonde la Trump University où le but c'est simple, c'est juste de former des entrepreneurs au business. Cependant, le Donald, il va charger entre $1 500 et $35 000 par cours pour avoir le privilège de recevoir des enseignements du grand Donald Trump. Il va se faire attaquer par l'État de New York pour avoir trompé ses étudiants pour publicité mensongère en gros, et il va régler cette procédure pour un montant de $25 millions en 2016, l'année de son élection. Il va toucher $9 millions pour promouvoir ACN, qui est en fait une compagnie de multi-level marketing, donc MLM en gros. Le but, c'est de recruter des gens comme représentants pour vendre des produits en tout genre. Et la marque ACN va vraiment faire de l'argent, non pas en vendant les produits, mais vraiment en intégrant le plus de gens possible au système. Parce que quand tu intègres l'organisation en tant que représentant indépendant, tu vas payer un frais si tu veux. Donc lui, il était vraiment un peu représentant de tout ce système-là. Il faisait beaucoup de promotions en fait pour convaincre les gens de se joindre à ACN pour monter leur business et gagner de l'argent. Bon frérot, le but c'était un peu de faire le tour de l'Empire Trump, comprendre exactement comment est-ce qu'il a fait son argent. En fait, si tu veux, Donald, il a vraiment construit un empire en prenant des risques souvent très élevés. Il a joué avec les règles et utilisé son nom comme levier. Mais là, gros, je te vois venir. Tu vas me demander, est-ce que c'est vraiment un si grand businessman que ça, après tous les coups foireux qu'il a fait et tout ça? Ben mec, en fait, The Economist a sorti un article en 2016 qui informe que Trump, c'est vraiment l'un des pires businessmen en fait qui a jamais existé, parce que si tu veux, s'il avait pris l'argent en fait confié par son père durant ses premières années et qu'il avait investi dans des investissements plus traditionnels comme le marché boursier, ou juste qu'il avait investi ça dans l'immobilier passif de New York, donc sans investir dans de grands projets ni quoi que ce soit, il aurait complètement surperformé sa performance actuelle. Mais là, gros, mon avis, en fait, c'est vraiment que Trump n'était pas juste intéressé par l'idée de s'enrichir et de faire de l'argent. C'était un mec qui était complètement matrixé par le business, par créer des entreprises et créer des projets. En fait, il prenait des risques élevés. Lui, en fait, il ressentait vraiment de l'excitation à bâtir, financer des projets qui n'avaient jamais existé avant. Vraiment des trucs de grande envergure comme les casinos dont je t'ai parlé. Et tout ça, en fait, par ego, pour bâtir sa marque, si tu veux, pour être vraiment connu du grand public. Pour lui, l'argent, c'est un accessoire, un outil, un moyen pour faire tout ça, tu vois. Et avant de devenir l'homme politique qu'on connaît aujourd'hui, Trump, c'était avant tout un businessman et un mec ultra médiatisé. En gros, s'il a été capable de se faire élire, c'est pas juste par ses promesses de campagne, c'est vraiment grâce au fait que la marque Trump était ultra installée aux États-Unis et qu'elle a su gagner très rapidement la confiance des gens parce qu'il avait déjà une crédibilité dans le monde des médias et auprès du grand public. En gros, c'est vraiment toutes ces années passées à bâtir un nom qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Mec, si je peux te donner un dernier chiffre, Trump, c'est plus de 4000 procédures judiciaires en 1970 et 2016, l'année où il a été élu. Mec, des procédures en tout genre, que ce soit des procédures civiles, mais beaucoup de procédures liées au monde du business pour faire aboutir ses projets. Et mec, si on met le personnage sulfureux de côté une minute, on se rend compte que malgré les crises et les controverses, c'est un mec qui a su fréquemment se réinventer pour vraiment bâtir et accroître l'empire Trump qu'on connaît aujourd'hui. Qu'on kiffe son parcours ou pas, la conclusion que je peux te faire, c'est que l'ascension de Donald Trump démontre très clairement comment l'audace et la stratégie ont permis de propulser un nom au sommet. Écoute frérot, ma vidéo s'arrête là, j'espère que tu as vraiment kiffé. Moi mec, j'ai adoré vraiment me plonger dans son histoire et comprendre comment un peu il a bâti son empire. Je connaissais déjà un petit peu ce qu'il avait fait dans l'immobilier et tout, mais tu vois les histoires de casino et tout par exemple, puis les faillites qu'il a faites, j'en avais jamais entendu parler. Donc je trouve que c'est assez incroyable quand même. Mec, j'espère que tu as kiffé. Dis-moi ce que tu as préféré dans les commentaires concernant l'histoire de Trump. Dis-moi si tu es d'accord ou pas avec les moves qu'il a fait.
Si c'est le cas, like mec, mets un pouce bleu sur cette vidéo, abonne-toi pour pas manquer mes vidéos qui vont sortir chaque dimanche où je vais toujours continuer à te raconter des histoires sur le monde du business, de la finance. Et moi je te dis bye bye et à la prochaine.